Quelle est l'actualité de la semaine dans le bassin méditerranéen? Soyez les bienvenus, c'est le journal de la Méditerranée. Nous nous intéresserons à une association installée dans le sud de la France et qui se bat pour lutter contre un phénomène qui prend de l'ampleur, celui de ces jeunes Français qui partent faire le djihad en Syrie. Alors comment éviter cette radicalisation? Que faire pour la combattre? Voici quelques-unes des questions qui se posent. Il se bat, lui, pour sauver les œuvres de son grand-père. Nicolas Pagnol a lancé une campagne de financement participatif sur Internet pour restaurer les pellicules endommagées sur lesquelles sont enregistrés Marius, Fanny et César. Un appel qui a été entendu, nous ferons le point dans ce magazine. Nous partirons également en vacances, c'est la période au bord de la Méditerranée. Les couleurs d'hiver sont absolument sublimes et les températures très agréables. De quoi séduire un grand nombre de touristes. Rendez-vous à 7 à la fin de ce journal. Mais avant de revenir plus en détail sur ces titres, arrêtons-nous un instant à Kobani. Cette ville stratégique située à la frontière turco-syrienne est à nouveau sous contrôle des forces kurdes. Et ces dernières sont parvenues, avec l'appui des frappes aériennes de la coalition dirigée par les États-Unis, à faire battre en retraite les djihadistes du groupe État islamique. Les 5 mois de guerre ont laissé des traces indélébiles. Vous le voyez derrière moi, la ville syrienne est en ruine, ravagée. Parmi les combattants qui ont participé à la défense de Kobani, des hommes, mais aussi des femmes nombreuses à avoir pris les armes pour leur liberté. À la tête de ces combattants, la commandante Nasrin Abdallah a été de toutes les batailles contre le groupe de l'État islamique. Cette Kurde syrienne était à Paris pour quelques jours, l'occasion pour l'une de nos équipes de recueillir son témoignage empreint de force et de courage. Kalachnikov ou mitrailleuse lourde sur l'épaule, en première ligne, des femmes ont participé à la libération de Kobani en Syrie. Nasrin Abdallah en fait partie. Elle appartient à la branche armée d'un parti kurde. Et il y a quelques jours encore, elle dirigeait une armée sur le front de Kobani. Je suis vraiment fière d'avoir participé à la libération de Kobani, mais aussi de l'avoir fait en tant que femme. Parce que c'est aussi un combat de femmes. Ça a été une bataille très dure. 5 mois d'intenses combats. Kobani, enclave kurde à la frontière entre la Turquie et la Syrie, théâtre d'une guerre sans merci entre les djihadistes du groupe État islamique et les combattants kurdes. Parmi eux, de nombreuses femmes. Il y a des étudiantes, d'autres non, des femmes mariées. Toutes sortes de femmes vont au combat. À 36 ans, Nasrin Abdallah était journaliste et a pris les armes il y a 4 ans pour, dit-elle, défendre la liberté. Elle explique que les femmes soldats ont un ascendant psychologique sur les djihadistes de l'État islamique. Ils ont peur de nous. Les djihadistes considèrent mal les femmes et ils croient qu'être tués par une femme signifie qu'ils n'iront pas au paradis. Grâce aux combattants kurdes et aux frappes de la coalition, aujourd'hui Kobani est libéré, mais en ruine. Et le groupe État islamique est toujours en Irak et en Syrie. Plus que jamais, Nasrin Abdallah est déterminée. On se battra jusqu'au bout, jusqu'au dernier centimètre. À Paris pour quelques jours, elle espère être reçue par les autorités françaises avant de repartir au combat. Oui, des combats qui, vous le savez, nous en parlons régulièrement dans ce magazine, attirent de jeunes Français. Un mois après les attaques terroristes perpétrées contre la rédaction de Charlie Hebdo et contre l'hypercachère de Vincennes, nous avons choisi de nous intéresser à une association installée dans le sud de la France. Ses membres tentent de comprendre et de combattre les mécanismes de radicalisation. Pour mettre un terme à la spirale infernale des départs de Français en Syrie, un comité d'experts rencontre des familles et tente de leur apporter des solutions. C'est le grand angle de ce journal. Il est signé Laurence Naon et Laure Lino. Nice, sur la Côte d'Azur. Ce matin-là, Patrick Amoyel de l'association Entre autres a rendez-vous avec un père désespéré. Sa fille est partie à l'automne dernier pour la Syrie. La jeune femme, convertie, a suivi son mari, sa belle-mère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères. Au total, 11 personnes d'une même famille ont fait le choix du djihad. C'est surtout choquant. C'est des disparitions. Au départ, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Après, quand on est sûr qu'ils vont là-bas, c'est encore pire parce qu'on a peur de la guerre, c'est tout. Épuisé par le chagrin, ce père accepte pourtant une nouvelle fois de raconter son histoire
aux membres de l'association. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ? Ce qui l'affecte le plus, c'est que sa fille est emmenée avec elle ses enfants de 4 et 6 ans. Au moins pour les petits, il faut faire quelque chose. Parce que ils emmener des petits en Syrie, pour moi, c'est de la maltraitance. Vous êtes toxicomane, on vous enlève le gosse. Et peut-être qu'il n'est pas plus en danger avec une mère toxicomane que là-haut en Syrie. Une histoire qui s'ajoute à toutes les autres et qui aide à comprendre les mécanismes de radicalisation. Dans toutes les familles qu'on a rencontrées, à un moment ou à un autre, il y a quelque chose véritablement qui les a interpellés, qui a été de l'ordre de l'intuition, pas du tout de l'ordre d'une pensée claire. Et il aurait peut-être fallu, mais à l'époque peut-être qu'on n'était pas non plus outillés sur le terrain, ni les travailleurs, ni nous-mêmes, pour dire oui, là en effet votre intuition est juste, en tout cas il faut une surveillance plus proche. Impossible de savoir précisément combien de personnes sont parties de Nice combattre en Syrie. Seule certitude, l'agglomération est l'une des plus touchées par ces départs. L'association a décidé de ne pas en rester à ce constat d'impuissance. En réunissant un véritable comité scientifique, elle espère rédiger l'un des tout premiers rapports complets sur la radicalisation. Les communicants de Daesh proposent un substitut à l'effondrement de la société, et ce substitut s'appelle la communauté. Autour de la table, venus de la France entière, psychiatres, islamologues, anciens du renseignement, juges antiterroristes, tous se sont unis pour décrypter la situation. Un recours aux religieux. Je pense que ce qui est en train de nous arriver avec le phénomène de ces jeunes qui partent, c'est pas simplement un problème socio-économique, c'est pas simplement un problème psychologique, c'est pas un problème psychanalytique, c'est pas simplement un problème historique, et que justement le fait d'avoir toutes ces disciplines-là pour penser à un phénomène qui est complexe permet de pouvoir avancer sur la réflexion. Allahu Akbar. Fin de la prière de la mi-journée. Nous sommes à la mosquée d'Antibes. C'est ici que le travail de terrain reprend. L'imam et les présidents de la communauté musulmane ont accepté cette rencontre informelle. À bâton rompu, texte à l'appui, on débat, on échange. Oui, mais quel micro ? C'est pas tout ça. Et on explique aussi. Dans tous les cas de figure, dans le Coran, le meurtre est le pire des crimes devant Dieu. La vie est sacrée. Seul Dieu a le pouvoir d'enlever la vie. On n'a pas le droit de tuer. La mosquée d'Antibes craint de plus en plus le basculement brutal de certains jeunes dans le fondamentalisme. Est-ce que vous avez des signaux ? Vous voyez ce que je veux dire ? Où on se dit là, il est en train de déraper. Pour moi, les signes, c'est que quelqu'un qui était en prison, il était au drogue, il était délinquant, et tout à coup, comme ça, il commence à faire, le jour au lendemain, il commence à faire la prière à fond. C'est pas à faire la prière comme il fait la prière à fond. Quand on rencontre des jeunes radicalisés, par exemple, ou leur entourage, ils mettent toujours en avant quelque chose de la religion. Et nous, on sait bien tout ce que vous nous avez expliqué, c'est-à-dire que, en fait, ils s'emparent d'une partie, d'un verset, c'est décontextualisé, etc., pour servir un autre dessein. Les rendez-vous s'enchaînent. Il y a une urgence absolue à comprendre cette radicalisation. Le rythme des départs s'est considérablement accéléré et depuis les drames de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, la donne est bouleversée. Au départ, on nous a un petit peu fermé les portes, un petit peu partout. On nous a dit pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'urgence, ça concerne seulement quelques familles. Personne n'a pris très au sérieux la situation. Et puis, effectivement, depuis les attentats, les derniers attentats qui ont eu lieu, on nous a sollicité de toute urgence, on est appelé de partout. C'est le cas ici, à Valbonne. Ce petit village de 15 000 habitants ne pensait pas être un jour confronté au djihadisme. L'adjoint au maire nous confie que 2 frères de la commune sont décédés dans une attaque kamikaze à la frontière turco-syrienne. Le but de l'association aussi qui nous accompagne dans ce moment-là, c'est de former nos agents municipaux, de nous former même nous aussi élus de communes, comme on a dit tout à l'heure, de moins de 15 000 habitants, et de voir comment on peut détecter ce problème. Une formation cruciale, car la mairie suspecte de nouveaux départs imminents. À peine 10 km plus loin, Valoris.
Depuis quelques mois, le quartier de la Zaïne est devenu une terre de recrutement pour le djihad syrien. Terrorisées, les familles concernées se terrent dans le silence. Mais l'association a convaincu quelques femmes du quartier de participer à des groupes de parole. Ils attaquent aux jeunes, parce qu'ils voient que les jeunes, c'est les plus sensibles, les plus fragiles. C'est des enfants suicidaires. Ils ont pas de vie, ils ont rien pour se rapprocher. Parmi ses habitantes, une toute jeune femme, Imen, 20 ans. Elle s'affole de voir l'islam radical gagner du terrain à Valoris. Je pourrais pas laisser mes enfants grandir ici. Je pourrais pas. Je peux pas. Autour d'elle, de plus en plus de jeunes sont tentés par un départ pour la Syrie et parfois sans aucun but idéologique. Malheureusement, c'est être à la mode. C'est comme si, voilà, on a la toute nouvelle paire de baskets. Maintenant, pour être à la mode, il faut partir là-bas et montrer, pour les hommes, sa virilité et pour les femmes, montrer son courage. Imen fait des études pour devenir travailleur social. Elle vit ici, dans cet autre quartier sensible de Valoris. Elle a accepté de nous emmener chez elle. Elle a grandi dans une famille très pieuse, très pratiquante. Allez-y, tu me sers le paquet de thé là-bas. Voilà, devant toi. Là. Ouais. T'as mis le sucre, Imen? Avec sa mère, elle parle souvent des attentats et de ce mot, djihad, dont elles n'ont pas la même définition que les terroristes. Ça veut dire, je me sors du mal vers le bien. C'est ça le mot djihad dans une société. Mère de 5 enfants, cette femme redoute les méthodes particulièrement rodées pour appâter et séduire les jeunes. Vous avez vraiment peur pour vos enfants, pour vos fils? Bien sûr, j'ai peur parce qu'on ne sait jamais la tentation. Parce que ces gens-là, c'est sûr qu'ils font attirer les jeunes par donner les sous, hein, tu vois. De l'argent. De l'argent, c'est sûr. Ils leur donnent des grosses sommes. Ils sont pour la plupart au chômage. Ici, un grand pourcentage de chômage. Ils ne font rien de leur journée. Comment ils peuvent tuer leur temps, comme on dit. Donc ils vont choisir soit la voie de la délinquance, soit la voie du djihad, où là on va leur donner de l'argent, on va leur donner un appartement, on va leur donner une femme. Ils n'ont plus qu'à prendre leur billet et partir. Retour à Nice. La réunion du jour nous mène dans cette caserne de gendarmerie. Tous les officiers du secteur sont autour de la table. Est-ce qu'il peut y avoir des refus de regarder la télé ou une réticence à regarder la télévision? Et la musique. Bien sûr. Alors si vous entrez dans un appartement, il n'y a plus de musique, par exemple, vous voyez les CD ou les cassettes qui ont disparu, là c'est un signe. Les signaux faibles qui doivent alerter sur une radicalisation. Chacun apporte sa vision, son expertise, des compétences qui se complètent pour lutter plus efficacement contre l'islam radical. On sait comment marche et structurer un réseau de drogue, un réseau de stupéfiants, on sait comment se fait l'importation, comment se fait l'exportation, la revente, etc. Il faut qu'on arrive à trouver la même chose, retrouver les mêmes schémas, parce qu'ils existent ces schémas, et mieux les comprendre avec la radicalisation. Il y a urgence? Il y a une urgence absolue. Il faudra sans doute encore quelques mois pour que l'association aboutisse à un rapport complet, tant les histoires, les parcours, les profils des candidats au djihad sont différents, mais l'ambition future est déjà assumée, empêcher un maximum de départs. Un dossier que vous pouvez revoir, tout comme l'émission d'ailleurs, sur notre page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Manuel Valls s'est rendu à Marseille au début de la semaine, une visite tendue. À l'origine, le Premier ministre était venu annoncer des résultats encourageants en matière de sécurité. Un message quelque peu brouillé par les tirs à la Kalachnikov qui ont visé des policiers dans une cité emblématique des quartiers nord, la Castellane. Peu de temps après, des armes et de la drogue ont été saisies. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Une question alors, comment vit-on à la Castellane, l'une des cités les plus peuplées de la ville ? Enquête signée Benoît Mousset. La nuit à la Castellane, les sifflets résonnent dès qu'une voiture de police apparaît. Là, en fait, ils préviennent les vendeurs de notre présence, afin de mettre fin à toute transaction. Le trafic de stupéfiants et les règlements de compte rythment la vie des habitants de ce que certains appellent la cité interdite. Située sur les hauteurs de Marseille,
L'ensemble est composé d'une dizaine de bâtiments construits au début des années 70. 7000 habitants, une des cités les plus peuplées de la ville. Un labyrinthe où les recoins favorisent les trafics en tout genre et retardent souvent l'intervention de la police. Si la police veut s'installer dans la cité, elle est la bienvenue. Il faut qu'elle s'installe où ils s'installent eux. Il faut qu'ils prennent leur place. 1 millimètre pris doit être pris immédiatement. Une cité enclavée, les transports en commun la desservent mal depuis toujours. En revanche, l'autoroute toute proche est bien pratique pour accueillir les clients de la drogue. Jusqu'à 3000 par jour, recette quotidienne estimée 50 000 €. Avec pour cœur un bâtiment, la tour K, le portail d'entrée dans la cité. Il y a 1 an et demi, les policiers y ont retrouvé de la drogue, des armes et plus d'1 million d'euros en petites coupures, un trafic démantelé, mais une guerre des territoires entre dealers qui ne s'en est que durcie, estiment les policiers. Il y a différents accès, mais tous des cul-de-sac. Donc pour nous, c'est extrêmement dangereux et périlleux que d'y rentrer, parce que pour y ressortir, on peut avoir des soucis. Un projet de rénovation urbaine a été signé il y a 3 semaines. Il prévoit de détruire la tour K et d'y faire passer une avenue pour couper la cité en deux. Mais cela ne suffira pas, préviennent les élus. Il y a des familles qui sont en souffrance, qui souffrent vraiment, je vous le dis, parce qu'ils veulent en partir de ces cités, qui sont emprisonnés. J'avais dit que c'était des prisons à ciel ouvert. Aujourd'hui, vous en avez la preuve. Car ce quartier reste surtout un des plus pauvres de Marseille, avec un taux de chômage supérieur à 40%. À retenir également dans l'actualité du bassin méditerranéen, l'Égypte s'intéresse de près aux Rafales. Le pays s'apprête à acheter 24 exemplaires à la France qui doit conclure lundi le premier contrat à l'exportation de son fleuron aéronautique. Un contrat de 5 milliards d'euros qui comprend également la vente d'une frégate et de missiles. De la prison avec sursis requis à l'encontre de l'ex-électricien de Pablo Picasso. Une indemnisation financière pour les familles dont les bébés avaient été échangés dans les Alpes-Maritimes et la condamnation de l'ancien commandant du Concordia. C'est l'actualité judiciaire de la semaine dans le bassin méditerranéen, résumée par Vanessa Fiz et Marie Perrin. Nous le condamnons à une peine de 16 ans et 1 mois de réclusion. 16 ans de prison, voilà la peine prononcée au terme de 18 mois de procès à l'encontre de l'ex-commandant du Costa Concordia, Francesco Schettino, pour le naufrage de son navire. La peine pourrait paraître à la mesure du drame. 32 personnes avaient péri alors qu'il avait abandonné son bateau. Mais d'ores et déjà, les familles des victimes s'insurgent. L'homme, surnommé en Italie Capitaine Trouillard, est toujours libre. Il n'a fait que 3 mois de détention préventive et par le jeu des appels et des remises de peine possibles, il pourrait ne jamais retourner en prison. Il est en liberté totale. On a vu dernièrement, quand on voit certaines vidéos, il va sur les plages, il fait le fanfaron, il va à droite à gauche. Voilà, il vit normalement. Nous, on vit plus depuis ce jour-là. Dans les médias italiens, le commandant a déjà fait savoir qu'il continuera à se battre pour démontrer qu'il n'a pas abandonné son bateau ce soir de janvier 2012. C'est une affaire inédite en France qu'on jugeait à Cannes, celle de 2 enfants échangés à la naissance par erreur dans une clinique de Grasse. 20 ans après les faits, le tribunal a décidé d'un dédommagement des familles d'un montant de près de 2 millions d'euros. C'est fini. Ouais, c'est fini. C'est 10 ans long et c'est fini. Voilà. Ça fait du bien de se dire qu'on ne recevra plus de courrier et que c'est fini. Voilà. Je peux mettre un point définitivement à cette page et avancer pleinement. La clinique avait expliqué pour sa part que les familles étaient elles aussi responsables car elles ne s'étaient pas rendues compte de l'erreur. L'argument n'a pas été retenu par le tribunal. 271 œuvres inédites de Pablo Picasso sont au cœur d'un autre procès, celui d'un ancien électricien. Depuis 37 ans, il stockait dans son garage des tableaux, des dessins et autres collages, jusqu'à ce qu'il les fasse authentifier. Interrogé par la police, il a alors affirmé qu'il s'agissait d'un don de Picasso et de son épouse en échange de travaux dans leur atelier de Mougins, impensable pour les héritiers. Que Picasso puisse faire don de 9 collages comme ça à un prestataire de service qui n'est même pas connu comme étant un de ses amis, c'est évidemment quelque chose d'inconcevable. Quant à parler de 271 œuvres, je vous laisse juge. Le ministère public a requis à l'encontre de l'artisan et de son épouse une peine de 5 ans de prison avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré.
Autre illustre figure de la Méditerranée, Marcel Pagnol. L'écrivain, cinéaste et dramaturge aurait eu 120 ans cette année. Au Bagne, sa ville natale va célébrer tout au long de l'année le célébrissime auteur de Jean de Florette ou de La gloire de mon père. Pendant ce temps, son petit-fils se bat pour sauver les pellicules sur lesquelles sont enregistrées la célèbre trilogie Marius, Fanny et César. Nicolas Pagnol a lancé une campagne de financement participatif pour les sauver. Tu me fends le cœur, hein? Oh non, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. C'est sans doute le bar le plus célèbre du cinéma. Même s'il n'est pas celui du film, le bar de la Marine reste à Marseille un lieu incontournable. C'est là que nous retrouvons Nicolas Pagnol. Aujourd'hui, le petit-fils de Marcel se bat pour sauver la trilogie de son grand-père, Marius, Fanny et César. Les pellicules originales sont en très mauvais état. Les négatifs sont tachés, déchirés par endroits et attaqués par les champignons. Pour les sauver, il faut les restaurer, d'urgence. Oui, c'est vital de restaurer ces négatifs le plus rapidement possible parce que plus on attend, plus ils se détériorent. Donc on a décidé avec le laboratoire, en tout cas, de commencer par Marius, Fanny, César, mais il faut bien savoir que c'est toute l'œuvre de Marcel qui devra être restaurée, comme sont restaurés des dizaines de films par an, de patrimoine, des films de patrimoine, parce que c'est la marche du temps qui fait que tous ces vieux films sont en danger aujourd'hui. Voilà. Et ça fait 4 tiers, hein. Et alors? Eh bien, dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Des personnages inoubliables, des répliques devenues cultes, un Marseille d'avant-guerre, la trilogie de Marcel Pagnol fait aujourd'hui partie intégrante du patrimoine cinématographique. Une œuvre tragique, affublée à tort du titre de Pagnolade. Pagnol n'a jamais fait de pagnolade. Ceux qui ont voulu le copier, bien souvent, ont fait des pagnolades, parce qu'ils n'ont vu chez lui que les petites scénettes. Mais toute son œuvre est sous-tendue par de grands drames humains. Ce sont plus des drames que des petites comédies légères. C'est terrible ce qui arrive à Fanny, c'est terrible ce qui arrive à César, c'est encore plus terrible ce qui arrive à Marius. Il paye le prix de sa liberté. Tu es sûr de m'aimer assez? Il y a un bateau à quai, à gauche. Tu l'as vu, hein? Pour restaurer la trilogie de Marcel Pagnol, pour sauver définitivement ces films, il manque encore aujourd'hui 70 000 €. Et selon la plateforme participative, les 70 000 € ont été récoltés. La souscription se poursuit pour restaurer l'intégralité des films de la trilogie. Les œuvres de Marcel Pagnol, il les connaissait parfaitement bien et pour cause. Il a joué notamment dans La femme du boulanger. Roger Hanin est mort cette semaine à l'âge de 89 ans. L'acteur français a été inhumé vendredi à Alger, ville dont il était originaire et où repose déjà son père, un communiste fervent. Roger Hanin en avait parlé lors d'un entretien. On l'écoute. Mon père n'était pas au Parti communiste français, il était au Parti communiste algérien. Donc déjà en 35-36, il fallait être fou et très courageux pour être partisan de l'indépendance algérienne. Donc j'ai été élevé par cet homme comme ça. Ses origines, on les retrouve dans Le coup de Sirocco, un film d'Alexandre Arcadi qui raconte le départ des Pieds Noirs pour la métropole en 1962. Pourquoi vous êtes tous partis? Pourquoi on est parti? Il me demande pourquoi on est parti. Nous on est parti parce qu'on est obligé, Mohamed. On est obligé de partir, femme. Carac. Un autre visage de la Méditerranée s'est éteint cette semaine. Un visage moins médiatique, mais tout aussi charismatique. Assia Djebar est morte à l'âge de 78 ans. Elle était la 5e femme à avoir fait son entrée à l'Académie française et le premier écrivain du Maghreb. Elle a été inhumée vendredi dans son village natal près d'Alger. Retour sur un parcours hors du commun avec Vanessa Fize et Marie Perrin. L'histoire d'Assia Djebar, c'est celle de la fille d'un instituteur algérien devenu intellectuel et écrivain reconnu, fière de sa double culture issue des deux rives de la Méditerranée et militante dans toutes les causes justes. Elle publie son premier roman à 19 ans, langue française, est admise à l'École supérieure de Paris en 1955. Loin d'elle, les événements en Algérie la préoccupent alors qu'elle se mobilise en France aux côtés des étudiants. Quelques années plus tard, on la retrouve professeure d'université. Vous êtes algérienne, que faites-vous en ce moment? J'enseigne l'histoire. Où? À la faculté des lettres de Rabat, au Maroc.
Tout au long de sa vie, Assia Djebar enseigne et écrit, toujours en langue française. Une vingtaine de romans, d'essais et de recueils de poésie sont publiés. Elle réalise aussi 2 films. Son œuvre toujours évoque sa culture, le droit des femmes, la tolérance. Le fait d'avoir sa double culture, ça c'est un message pour les émigrés. Dès qu'on a sa double culture, premièrement il faut être fier de sa culture de départ, même si on est hôte dans la société d'accueil. Deuxièmement, il faut honorer cette société d'accueil. La femme discrète doit se faire aux honneurs. On lui décerne une quinzaine de prix internationaux et consécration ultime, elle est élue membre de l'Académie française. Elle est accueillie dans l'enceinte officielle 1 an plus tard. Le siège numéro 5 l'attend. Je suis la 5e femme et j'ai le fauteuil numéro 5, ça fait 2 fois. Et donc, évidemment, 5 en islam, c'est porte-bonheur. C'est la main de Fatima. Sur son épée d'académicienne, elle fait graver Pax, paix, comme une conclusion d'une vie de tolérance. En cette période de vacances scolaires, rejoignons la Grande Bleue pour changer d'air. Ces derniers jours, les températures sont plutôt clémentes, de quoi attirer de nombreux touristes séduits par ce soleil d'hiver. Ambiance à 7 avec Véronique Gaglione et Sylvain Debat. On l'appelle l'île bleue. Sète est une ville posée sur la mer. Elle attire les vacanciers même en hiver pour son âme italienne, ses bateaux, son sable blanc. Une cité chargée d'histoire et de douceur de vivre. Droit devant nous s'étend la grande plage de Sète. 12 km de sable fin jusqu'au village de Marseille-en-Plage. C'est vraiment des paysans parce que il fait beau, il y a du vent mais il fait très beau et c'est très agréable en tant que Parisien de descendre dans ce genre de paysage. Sachez que le cormoran, c'est un oiseau migrateur. Cet oiseau vient passer l'hiver chez nous, et dès que le beau jour arrive, il repartira vers le nord de l'Europe. Quand on vient à Sète, on vient manger du poisson, faire un tour en bateau, monter au Mont-Saint-Clair, et après on a fait le tour à Sète. Le Mont-Saint-Clair, justement, 183 mètres au-dessus des canaux. Il offre aux touristes la plus belle vue de cette petite Venise du Languedoc, entre le bleu de l'étang et celui du port marchand. C'est le midi sans être surfait. On aime. Le trésor, au pied du Mont-Saint-Clair, c'est l'étang de Thau, une mer intérieure qui s'étire sur 20 km, où les hommes cultivent les coquillages depuis des générations. Elles sont très salées, moi je les aime comme ça, très salées et puis elles sont bien grasses, il y a de quoi manger dedans. Quoi. C'est du poisson d'ici, du poisson de la Méditerranée, forcément. Et les huîtres chaudes, ah oui, c'est la première fois que je mange des huîtres chaudes comme ça. C'était là-haut qu'on était hier, vous savez. Donc là, normalement, vous étiez là-haut. Ouais, hier on était là-haut, ouais. Découvrir la ville en tuk-tuk, un petit cadeau pour ces jeunes mariés. C'est une visite très personnalisée, un voyage dans le temps. Dans ce quartier pêcheur de la Pointe Courte, presque rien n'a bougé depuis 50 ans. Donc à la base, c'était un lieu de stockage pour les pêcheurs. Et donc toute la partie face a été construite puisqu'ils se sont installés. On a à peu près entre 20 et 30 familles. Moment privilégié, un pêcheur de coquillages ouvre sa terrasse. Elle sentirait presque encore le pastis et le poisson grillé. Alors les filets que vous voyez, on appelle ça des capechades. Dans ces filets, Sète accroche 3 fois plus de touristes en été. Mais les initiés le savent, le soleil d'hiver reste le plus beau. L'image de la semaine nous emmène en Italie pour assister à un spectacle naturel haut en couleurs. L'Etna, le volcan le plus actif d'Europe, reste éveillé, offrant aux yeux de tous des effusions de lave rouge sang sur la neige qui recouvre le sommet du volcan. Une image rarissime et sublime. Le temps pour moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Très belle semaine, très bon week-end.